Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au Sénégal, les politiques antérieures de décentralisation, malgré les réformes successives, n'ont pas pleinement répondu aux attentes des populations locales. La question du financement du développement territorial occupe encore une place centrale dans le dispositif du processus de décentralisation mis en place par l'État du Sénégal. Les transferts de l'État aux collectivités locales restent insuffisants malgré leur augmentation durant les 10 dernières années. Alors, comment relever le défi ou les défis de la mobilisation des ressources financières des communes au Sénégal? La multiplication fulgurante des initiatives de développement prises localement a-t-elle permis de mieux faire que l'État? Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Oumar Wade. Oumar Wade est spécialiste en gouvernance et financement et développement du territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Avec nous également sur ce plateau, Falilou Mbaké. Bien, Falilou Mbaké Sissé, c'est le directeur des programmes de l'Institut africain de gouvernance, l'Institut africain de gouvernance IAG. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Oumar Wade, la décentralisation au Sénégal, on le disait à l'entame de cette émission, elle a connu, elle est un processus, elle a connu, donc, elle est un processus mouvementé, elle a connu des temps forts et des périodes assez difficiles. Au lendemain de son élection, Macky Sall, le président, a apporté une loi qui a pour but d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, plus de 6 ans après son entrée en vigueur, qu'en est-il exactement? Merci déjà de l'invitation. Cette réforme, pour rappel, a été entamée en 2013 et en décembre 2013, l'Assemblée nationale a voté une loi portant Code général des collectivités locales. Et ceci devait consacrer ce qu'on a appelé la première phase de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Mais force est de constater que cette première phase de la réforme n'était pas véritablement, n'allait pas au fond des choses, parce que c'était juste, cette première phase consistait à préparer des élections locales, et que pour préparer ces élections locales, il fallait donner une assise territoriale à ces élections. Et donc, c'était une loi qui, justement, mettait en place les territoires dans lesquels les élections locales devaient se faire. Et il y avait quelques mesures quand même qui semblaient être des mesures, j'allais dire, des mesures urgentes à mettre en œuvre, puisque peut-être faisant l'objet, selon les politiques... Quelles mesures, par exemple? C'était ce qu'on appelait la communalisation intégrale, ça veut dire que de transformer les communautés rurales en communes, de diriger le département en collectivité territoriale et de supprimer la région en attendant d'avoir les pôles territoires. Donc ceci constituait plus ou moins la base, et ça c'était pour juste aller vers des élections. Donc en profondeur, le Code général des collectivités locales n'était pas revu, et au moment où cette loi a été votée, les travaux continuaient pour pouvoir véritablement proposer les véritables actions à mener, donc ce qui devait constituer la deuxième phase. Malheureusement, chemin faisant, on constate, force est de constater que cette deuxième phase n'a pas encore abouti. Alors, la deuxième phase qui n'a pas encore abouti. Donc, l'idée de départ, on l'a dit, c'était de créer des territoires viables, compétitifs, porteurs de développement durable. Vous pensez que cette politique de décentralisation aujourd'hui peut constituer ou peut, en tout cas, participer à enclencher une nouvelle dynamique de développement de l'économie locale dans certaines zones au Sénégal? Je crois fondamentalement que c'est la première vocation d'une politique de décentralisation. Si la décentralisation ne mène pas au développement local, et plus précisément au développement des économies locales, à la prospérité sur les territoires, je pense que la décentralisation serait une politique sans grande ambition. C'est vrai, il y a... Ça, c'est le principe, hein, le principe de base. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. Une politique de décentralisation, c'est pour aussi satisfaire la finalité, c'est de satisfaire les besoins économiques et sociaux donc des populations. À côté, bien entendu, des besoins politiques liés, des droits politiques liés à la participation, etc. Bon, mais en réalité,
la question du développement économique local est liée à des choix inappropriés au niveau de l'État. C'est-à-dire il y a une différence entre proclamer, élaborer et mettre en œuvre une politique de décentralisation et avoir une véritable volonté de décentraliser. Nous avons deux grandes difficultés de ce point de vue. La première, c'est que nous sommes encore dans des approches de développement extraverties, donc qui ne sont pas endogènes et qui ne donnent pas la place au territoire et aux acteurs du territoire. Nous sommes plus dépendants aujourd'hui des investissements directs étrangers. D'ailleurs, toute la promotion Sénégal, toute la promotion de l'environnement, de l'investissement au Sénégal tourne autour de ça. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est le déficit, ou j'allais dire même l'absence d'une politique d'aménagement du territoire. Une politique véritable d'aménagement du territoire qui donnerait une fonction essentielle au territoire et aux acteurs donc, sur les territoires. Alors, chemin faisant, Omar Ouad, c'est vrai que la question, on l'a dit à l'entame de cette émission, il a parlé donc des investissements directs étrangers, des économies extraverties. Alors, on l'a dit à l'entame de cette émission, la question du financement, du développement territorial alimente encore les débats parce qu'on ne peut pas impulser, comme on l'a dit, ou amorcer une dynamique de développement sans pour autant assurer cette étape fondamentale à tout processus de développement, puisqu'on parle de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Comment asseoir des mécanismes ou une stratégie visant à redynamiser l'économie locale, compte tenu des investissements directs étrangers? Ben justement, je crois que tout peuple et tout territoire doit d'abord compter sur ses propres forces. Pour pouvoir compter sur ses propres forces, c'est comme au niveau individuel, il faut d'abord avoir confiance en soi, il faut aussi se connaître. Ça veut dire qu'il nous faut d'abord aller connaître nos économies locales, nos potentialités. Et il n'y a pas de territoire qui n'a pas de potentialité. Ça, c'est notre principe de départ. Tout territoire, toute portion du territoire national dispose de ressources, de potentialités. Maintenant, ces potentialités diffèrent en fonction des zones. La côte n'a pas les mêmes potentialités qu'à l'intérieur du pays, si je peux prendre Tambacounda ou Saint-Louis ou la Casamance. Donc, partant de ces potentialités locales, nous devons aller vers ce qu'on appelle une appropriation de ces potentialités pour en faire des ressources. Parce qu'elles n'est ressources que si on est conscient que ces potentialités doivent permettre maintenant d'être valorisées. Donc, si on a une option de valorisation de ces ressources, c'est à ce moment qu'on peut réellement parler de potentialité. Sinon, on est juste dans des déclarations potentielles, on est riche, mais c'est de pouvoir d'abord prendre conscience et se dire quelle est la valorisation. Donc, si on valorisait toutes nos potentialités, parce qu'il n'y a pas de territoire pauvre, parce qu'on a même tendance à dire que même dans le désert, ça se vend, parce qu'il y en a qui recherchent de l'exotisme. Donc, nous avons un territoire national qui a des potentialités. Si nous voulons justement ne pas dépendre des investissements directs étrangers, nous devons valoriser ces ressources. Et justement, notre politique de développement, en matière de développement, n'est pas basée sur la connaissance de ces territoires, de ces potentialités pour les transformer en ressources et de pouvoir articuler, avoir une stratégie pour pouvoir développer et valoriser l'ensemble des trucs. C'est une politique souvent qui est considérée comme une politique macro, qui part du général, qui dégage des politiques, une politique générale, mais qui est transformée, qui est déclinée en politique sectorielle. Et ces politiques sectorielles sont souvent des politiques qui quittent le haut pour aller vers le bas sans une prise en compte de ces potentialités. Maintenant, si on devait prendre, c'est normal que si on est dans un État, il doit y avoir une stratégie globale, mais ces stratégies globales doivent être soutenues par des spécificités régionales. Donc, chaque territoire ayant ses spécificités, la question et la problématique, ce sera d'arriver à valoriser ces potentiels. Et pour cela, il faut une stratégie locale, il faut mobiliser les ressources, les énergies au niveau local, il faut les manager, il faut les mettre en œuvre pour pouvoir arriver à des politiques locales. Et pour cela, il faut donner du pouvoir au local. Il faut donner du pouvoir au local. Il a parlé de potentialités. Comment valoriser ces potentialités et quelle devait être la posture de l'État dans le cadre visant à accompagner ces communes de plein exercice?
Il faut se rendre compte d'un fait, c'est-à-dire que l'État est encore tout dans nos pays, même dans des États dits décentralisés comme le Sénégal. L'État a l'essentiel des ressources publiques, qu'il s'agisse des ressources financières, qu'il s'agisse des ressources humaines, qu'il s'agisse des ressources matérielles, etc. Donc, il y a une contradiction à impulser des politiques de décentralisation par un État qui lui-même se fortifie et devient quasiment omniprésent. Un État qui n'a pas toujours confiance dans les collectivités territoriales. Prenons l'exemple du Sénégal. Avec l'acte 3, on va vers la territorialisation des politiques publiques, une autre approche de développement. Okay? Mais en même temps, on a des programmes d'urgence, Promoville, PUDC. Donc, c'est des programmes qui se déroulent sur les territoires locaux pour renforcer les territoires locaux, mais qui paradoxalement échappent à la maîtrise des collectivités territoriales et des acteurs locaux. C'est des programmes qui sont inspirés, pilotés depuis le niveau central avec l'appui de partenaires. C'était une belle opportunité, là, d'entrer dans une phase d'apprentissage, de responsabilisation progressive des collectivités territoriales dans les stratégies et les activités, les actions de développement territorial. On a raté le coche, malheureusement. Donc, ensuite, les collectivités territoriales elles-mêmes. C'est vrai, on se demande parfois, est-ce qu'elles ont une véritable approche économique de leur territoire? On a comme l'impression qu'elles ne s'intéressent aux économies locales que par rapport à leur capacité contributive, c'est-à-dire par rapport à leur capacité à alimenter les budgets locaux en impôts et taxes. Or, il faut plus que ça. Il faut que, comme disait Omar, qu'on puisse valoriser les ressources en dormance sur les territoires. Il faut qu'on puisse trouver les bonnes stratégies pour que les acteurs économiques puissent non seulement avoir une conscience territoriale, mais puissent être dans un environnement qui leur permet de créer des richesses, qui leur permet de créer des emplois et donc de combattre la pauvreté, surtout dans le milieu rural. À vous entendre parler, c'est vrai que cette question de valorisation des potentialités dans ces communes nécessite au préalable la formation du personnel, puisqu'on sait que dans les mairies, comme ça se passe, il y a un personnel et la plupart du budget est affecté au financement du personnel. Comment articuler tout cela pour qu'elle prenne forme? Vous avez parfaitement raison, parce que j'ai tendance à expliquer souvent à des audiences que le chef de l'État, au niveau national, quand on l'a élu, il a une vision. Et quand on l'élit, il met en place tout un dispositif, j'allais dire des collaborateurs, c'est des ministres, et il a un ministre en charge de l'économie. Et ce ministre a en charge à ses côtés des conseillers qui travaillent sur la connaissance de l'économie locale et qui travaillent sur des stratégies à les mettre en œuvre, à suivre cette politique. Mais quand on élit un maire et que ce maire a sa vision, mais il n'y a pas à ses côtés des ressources humaines, j'allais dire qualifiées dans le sens de l'économie territoriale. Donc nous n'avons pas de professionnels de l'économie territoriale dans nos communes. Ce qui fait que le maire est laissé à lui-même. Il a à ses côtés, certes, un secteur municipal, mais qui gère les questions administratives. Nous avons des commissions qui travaillent, mais qui décident, qui donnent des décisions. Mais quant à une machine, une administration, une ingénierie, ce qu'on appelle une ingénierie territoriale qui travaille sur ces questions-là, parce que ça, c'est des métiers. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose aussi importante, c'est que ce n'est pas à la commune aussi de créer de la richesse. La richesse, le vecteur de création de richesse, c'est l'entreprise. Ça veut dire que sur nos territoires aussi, il faut de l'innovation, il faut de la créativité, il faut aussi un esprit d'entreprise. Il faut aussi, il y a un acteur qui manque. Ça veut dire que l'entreprise n'est pas encore considérée ou ne se considère pas encore comme un acteur du développement territorial. Si on prend
les entrepreneurs et ce qui les représente, souvent c'est des organisations aussi qui sont centralisées, qui sont plus comme interlocuteurs l'État central et non pas les collectivités territoriales. Or, chaque territoire devrait pouvoir avoir son secteur privé local. Et ce secteur privé local doit dialoguer avec le secteur public. Et à côté, il y a le secteur, il y a ce qu'on appelle la société civile. C'est pourquoi ces professionnels du développement économique territorial doivent constituer des médiateurs qui doivent justement créer cette intelligence collective pour pouvoir prendre connaissance, comme on le disait, de ces ressources dormantes, comme le disait notre marabout Serigne Fallou, mais qui puissent avoir des stratégies. Mais pour avoir des stratégies aussi, il faudrait que nous puissions, sur la base de notre connaissance de notre économie, avoir une vocation territoriale. Chaque territoire a une vocation. Et c'est là où la responsabilisation doit se faire. Ça veut dire si on transfère des pouvoirs, parce que l'État, il faut nous parler de l'État, mais je parle de l'État central, parce que aussi les collectivités locales sont des démembrements de l'État. Donc, ils sont au cœur de la politique publique, de l'action publique. Et à côté d'eux, nous avons la société civile et le secteur privé local. Mais c'est dans cette intelligence collective-là que nous pouvons justement valoriser, parce que ce qui lie ces trois composantes, c'est ce qu'on appelle l'ancrage territorial. Parce que tous ont intérêt à pouvoir valoriser leur propre zone, parce que chacun y gagne. Et donc, cette intelligence, c'est de dire comment nous pourrons justement mettre en synergie toutes ces dynamiques-là pour une valorisation de notre territoire avec une vision claire. Mais il faudrait aussi qu'ils aient les moyens juridiques, techniques, financiers pour le faire. Alors, c'est vrai, Falilou, Omar a parlé tout à l'heure du secteur privé local, la mairie qui ne doit pas créer la richesse, mais au Sénégal, pour prendre le cas du Sénégal, nous avons vu avec l'acte 3 de la décentralisation des communautés rurales, des communes d'arrondissement qui sont érigées en communes de plein exercice. On a vu que le financement essentiellement reposait sur un partage de la fiscalité, des taxes locales. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui, dans ce contexte de forte urbanisation, que c'est suffisant pour assurer le financement de ces territoires? Je crois que le premier défi, c'est un rééquilibrage des revenus publics entre l'État et les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ne peuvent pas recevoir moins de 10% des revenus publics, alors que tout est accaparé par l'État. Donc, il faudrait qu'on puisse garantir, ne serait-ce que par la Constitution, un revenu minimum aux collectivités territoriales dans les revenus publics. Par exemple, dans certains pays, il est dit que voilà, tel pourcentage des revenus publics reviennent de droit aux collectivités territoriales. L'État n'a même pas le choix. Donc, c'est pour ça que la question des transferts financiers pose problème, parce que c'est l'État qui en décide. Et il en décide comme il veut, quand il veut. Donc ça, ce n'est pas sécurisant, ce n'est pas rassurant pour les collectivités territoriales. Des fois, ces transferts sont ineffectifs, aléatoires, tardifs, etc. Il y a beaucoup de remontrances contre ces transferts-là. Après, il y a bien sûr la question de la fiscalité locale. Il faudrait que l'on puisse donner aux collectivités territoriales une fiscalité qui est rentable et qui est mobilisable de la façon la plus rapide et la plus aisée possible. Donc la fiscalité locale, il faudrait également qu'on aille vers d'autres systèmes, notamment l'emprunt. Quand certaines collectivités territoriales s'y sont... Certaines collectivités territoriales fassent recours à l'emprunt. Toute collectivité territoriale peut faire recours à l'emprunt. Tout est une question de montant. Combien on veut emprunter? C'est tout. Parce que si nous raisonnons à l'échelle des êtres humains, quels que soient les revenus dont nous disposons, nous pouvons bénéficier d'un emprunt. Ne serait-ce que dans la boutique du coin, je peux aller me faire voilà, prêter bon, je sais pas, mon thé quotidien. Donc, ça, ce serait... Déjà, il faut qu'on fasse sauter ce verrou psychologique qui voudrait que seuls les grands centres urbains puissent s'endetter.
Non. Toute collectivité territoriale devrait pouvoir accéder à l'emprunt. Et ceci aurait quelque chose de bon en ce sens que, voilà, ce serait un apprentissage. Donc progressivement, les collectivités territoriales vont pouvoir accéder à l'emprunt, etc. Mais surtout, il faudrait que les économies locales, dans le sens où le secteur privé crée de la richesse, il faudrait que ces économies locales soient florissantes et prospères pour non seulement éradiquer, combattre la pauvreté au niveau des territoires, mais pour aussi permettre aux collectivités publiques d'accéder à des ressources par la voie de l'impôt, d'accéder à des ressources pour des projets collectifs. Mais surtout, aussi, il y a aujourd'hui d'autres procédés, comme le partenariat public-privé. Le tout, comme disait Omar, c'est d'avoir un secteur privé qui a un ancrage territorial. Mais qui a un ancrage territorial à partir du moment où il a une conscience territoriale. C'est dire, je ne suis pas là pour faire du business, simplement du business, mais j'appartiens à ce territoire, je fais partie des acteurs du territoire, je dois contribuer à la prospérité du territoire, lutter contre la pauvreté, créer des emplois, créer de la richesse, voilà, et pas penser simplement à rapatrier ses bénéfices ou à se délocaliser vers des territoires beaucoup plus favorables quand l'opportunité se présente. Alors, toujours dans ce chapitre de création de richesse des mairies, on en parle, mais de notre côté, il y a ce qu'on appelle le défi de l'industrialisation dans ces communes. Comment redynamiser ou arriver à relever ce défi dans certaines communes? Justement, je crois que c'est toujours, je suis dans le même raisonnement. Ça veut dire que si on connaît, on comprend et on a maîtrise de nos ressources, on sait ce qu'on veut en faire et nous parvenons à réunir les composantes, les forces vives du territoire autour de ces enjeux. Justement, comment il faudrait faire, c'est, à mon avis, c'est comme ça qu'on peut avoir une industrie naissante, parce qu'il s'agit après de pouvoir créer de la richesse, c'est une chose, mais il faut aussi ce qu'on appelle capter la richesse sur le territoire. Et à ce moment, ça veut dire que c'est la transformation, ça veut dire qu'on commence à maîtriser la transformation, à transformer d'abord sur place nos ressources. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Et c'est pour moi, c'est comme ça le début d'une industrialisation qui est une industrialisation maîtrisée, qui est orientée vers la transformation, la création et la captation de ressources. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, par exemple, si je prends des cas de l'anacarde est cultivé chez nous, c'est comme aussi le bissap, mais l'anacarde c'est transporté par les Indiens qui le transforment, qui créent de la richesse et qui le vendent à l'Europe. Et entre les deux, vous avez un écart en fait des marges. Qu'est-ce qu'on a sur le marge? Nous n'avons même pas 1% de cette marge. Ça veut dire que donc l'enjeu c'est de pouvoir créer ces marges et d'avoir le plus possible. On ne dit pas que les autres ne doivent pas avoir parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Mais nous devons faire de telle sorte que toutes nos richesses ou l'essentiel de nos richesses puissent être valorisées sur le territoire et c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Et aussi, on me dira que qu'est-ce qui manque? Le financement, parce qu'on a tendance à nous dire non, c'est parce qu'on a le financement. Donc je dis non, le financement ne vient pas avant. Qu'est-ce qui vient avant? C'est d'avoir déjà des systèmes d'exploitation qui génèrent de revenus. Parce que dès lors qu'on a des revenus, qu'est-ce qui reste? Que ça soit la commune, que ça soit une personne, comme l'a dit Faloulou, c'est la première condition, c'est d'avoir des ressources. Mais la deuxième, c'est quoi? C'est d'avoir un profil risque. Ça veut dire quel est le profil risque de nos collectivités territoriales. Aujourd'hui, on doit aller vers la notation de ces collectivités territoriales. Les apprendre à pouvoir générer, parce que ces collectivités locales génèrent des revenus. Mais ces revenus ne sont pas connus ni prévisibles. Or, un investisseur a besoin d'avoir une prévisibilité. Si je dois emprunter aussi, je dois dire est-ce que je serai en mesure de rembourser. Mais aussi, il y a un troisième élément qui est une condition sine qua non pour pouvoir aussi emprunter. C'est ce qu'on appelle avoir des projets aussi viables. Ça veut dire que moi, j'ai des revenus, j'ai un profil risque, je suis donc bancable comme on dit, mais est-ce que j'ai un projet? Donc les territoires doivent porter des projets viables qui génèrent et qui puissent assurer ce qu'on appelle un retour sur investissement. D'abord pour eux, mais aussi pour les investisseurs. Mais aussi on doit, en dernier lieu,
faire un effort pour collecter l'épargne locale. Parce que je suis parfois peiné, mais c'est nous qui finançons ce qu'on appelle aujourd'hui les étrangers qui viennent. Mais ce n'est pas parce qu'ils viennent avec de l'argent. Ils viennent dans nos banques, emprunter dans nos banques parce qu'ils présentent des profils. Et c'est avec nos épargnes qu'ils financent des entreprises et nous utilisent et rapatrient leurs bénéfices. Donc aujourd'hui, c'est comment canaliser l'épargne locale qui est parmi les niveaux les plus faibles au monde et les réinjecter dans nos territoires afin de créer de la richesse et régler cette question du financement. Très rapidement, en quelques secondes, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission, vous en pensez quoi par rapport à l'industrialisation et tout ce que Oumar Wade a développé comme mesure d'accompagnement ou autre? Non, absolument. Il faut qu'on sorte de cette économie de rente et qu'on soit dans de véritables chaînes de valeur intégrées, compétitives. Et je pense que le premier défi, vu la structure de notre économie, c'est de connecter l'agriculture à l'industrie. Je pense que ça, c'est fondamental pour que les territoires puissent faire prospérer leur économie. Merci donc Falilou Mbaké Cissé, merci à Oumar Wade, merci également à vous d'avoir été des nôtres. C'était nos invités pour ce numéro de Talk Afrique. Falilou Cissé, je rappelle, il est le directeur des programmes de l'Institut africain de gouvernance. Oumar Wade également est spécialiste en gouvernance et financement du développement territorial. Merci messieurs donc d'être venus sur ce plateau de Médian TV Afrique. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Rendez-vous pris pour le prochain numéro.